Hello, je suis Léna, passionnée de bien-être, mieux vivre et spiritualité. J'ai créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre des méthodes alternatives pour aller mieux, que ce soit physiquement ou mentalement. Quels que soient vos problèmes, quelles que soient vos croyances, restons ouverts, restons curieux et testons. Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois la charmante Caroline Gaillet, diététicienne nutritionniste, phytothérapeute, auteure de plusieurs ouvrages dont Ma Bible de l'herboristerie ou encore le nouveau qu'elle a coécrit avec Charlotte Jacquet, Ma santé au naturel, manuel complet d'initiation à la naturopathie pour cultiver votre santé en toute harmonie. On parle du parcours de Caroline, comment elle est devenue phytothérapeute, parce qu'au départ elle n'était pas partie pour faire ce métier, et c'est ça que j'adore dans la vie, il y a toujours des tournants auxquels on s'y attend pas, et ça peut être de véritables révélations. Puis on fait le point sur la phytothérapie, c'est le but de cet épisode, des différentes formes qu'elle a. Il y en a de nombreuses et on ne sait pas toujours quelle préparation est la plus appropriée en fonction de nos troubles, ni comment c'est créé, comment les consommer et où les acheter, car il faut faire attention. On parle évidemment des tisanes, comment bien les faire, combien de temps les prendre, et enfin dans le deuxième épisode, on se tourne vers le côté pratique, puisque Caroline va nous conseiller quoi prendre en fonction des maux de santé du quotidien, migraine, insomnie, stress, règles douloureuses, ballonnement & co. Très pratique, vous verrez, même si évidemment c'est mieux de voir un spécialiste et d'avoir quelque chose de personnalisé. Ces épisodes sont hyper cool, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé, et je vous embrasse très fort. Bonjour Caroline. Bonjour Léna. Bienvenue dans Horizon Podcast avec ta belle douce voix suave. Oui, je l'ai un petit peu cassé, donc ça me donne un petit air... Suave. Voilà, suave. Alors aujourd'hui on va parler de la phyto, mais d'abord parle-nous un peu de ton parcours. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te spécialiser dans la phyto et également dans la nutrition, puisque tu es aussi diététicienne nutritionniste? Oui, alors en fait, moi, après mon bac, j'ai fait des études de médecine. Comme beaucoup de gens, j'ai redoublé ma première année, parce qu'à l'époque, on pouvait, on peut plus maintenant. Et en fait, j'ai raté le concours de très peu de places. À 17 places, j'ai raté le concours. Je suis arrivée en sage-femme et du coup, j'ai donné ma place et je suis partie en fac de psycho. J'ai fait ma licence. Ça m'intéressait beaucoup, mais en fait, je voulais pas en faire mon métier parce que je sentais que c'était un peu bouché. Et voilà, je voulais vraiment retourner aux soins. Et donc, après, j'ai fait un BTS diététique. Et donc, qui est hyper intéressant. Voilà. Et en fait, en deuxième année de BTS diète, on a un stage optionnel à faire, qui est un stage de 4 semaines dans un endroit où il n'y a pas de diététicienne. Et l'idée, c'est de montrer tout l'intérêt qu'il y aurait à ce qu'il y en ait une. Et moi, si tu veux, pendant mes études, je trouvais ça intéressant ce qu'on faisait, mais je voyais aussi les limites de la seule nutrition. C'est-à-dire que je prends un exemple tout bête, quand tu fais trop de cholestérol, il y a beaucoup de gens qui savent qu'ils doivent réduire sur le beurre, sur la charcuterie, les œufs, etc., mais qui pour autant adorent leur pain beurre le matin, adorent leur bout de fromage, le petit saucisson l'été, enfin voilà. Et où du coup, je me disais, bah, t'as beau dire aux gens ce qu'il faut pas, etc., en termes de recommandations alimentaires, en fait, en termes d'observance, donc comment ton patient va se tenir à ce que tu lui dis, il y aura toujours des loupés. Donc, déjà, je me sentais suffisante, tu vois. Je sentais qu'il y avait ces limites là-dedans et je me suis dit, faudrait mettre une autre corde à ton arc pour justement venir pallier ces limites. Et du coup, ce stage optionnel, moi, j'ai décidé de le faire à l'herboristerie du Palais Royal. Alors, j'y suis arrivée vraiment en grande néophyte. Je n'y connaissais rien du tout, mais vraiment rien. Je viens pas d'une famille où on a été soigné par les plantes, voilà, pas du tout. Et ce stage, je dis toujours que ça a été la révélation avec un grand R parce que, en fait, j'y suis allée là-bas avec, tu sais, l'a priori bidon que c'est la petite mamie qui vient acheter son tilleul et voilà, ce qui est complètement faux puisque en fait, là-bas, tu draines toutes les catégories socio-professionnelles. Donc, tu as aussi bien des gens très riches que des gens très pauvres. Tu as tous les âges parce qu'on commence du nourrisson avec les coliques du nourrisson, les femmes enceintes et puis après on fait l'acné des ados, on fait le stress des étudiants, on fait Ou l'acné voilà, des adultes. l'acné des adultes aussi, les insomnies, voilà. Et on traite effectivement toutes les pathologies des seniors, toutes les pathologies des sportifs. Enfin, vraiment, on ratisse très très large. Et en fait, on a un public, on a autant d'hommes que de femmes. Donc, on a un public d'une variété, d'une diversité qui m'a surprise. Je me suis dit, ah bon? Et après, j'avais aussi un a priori sur la quantité de maux qu'on pouvait soigner, atténuer avec les plantes qui étaient, qui étaient très faibles en fait. Et je me suis rendu compte qu'en fait, non.
Alors on peut pas tout guérir avec les plantes. Par contre, on peut tout t'accompagner. Hmm. C'est-à-dire que même sur des pathos très lourdes, pardon, comme le VIH, un cancer, des maladies auto-immunes, donc qui seront des gens qui auront des médications chimiques et il faut. Mais tu vois, on va pouvoir venir aider en soins de support, c'est-à-dire on va soutenir le foie pour éviter d'avoir les transaminases qui grimpent au plafond. On va surtout les symptômes annexes à type de nausées, de troubles du transit, d'insomnie, eh bien, venir donner des plantes et ainsi limiter la polymédication. Parce qu'en fait, aujourd'hui, tu as plein de gens, je sais pas si tu as un cancer, que tu es complètement déprimé, anxieux d'avoir ce cancer, qu'en plus ta chimio voilà, te crée des effets secondaires. Voilà, bah, en fait, tu te retrouves avec une tartine de médicaments Hmm. sur un corps qui est déjà fragilisé par la maladie. Qui a pas beaucoup de Et donc, vitalité, donc. voilà, donc du coup, l'idée de la phyto, c'est que aussi bien en prévention, donc quand tout va bien et que tu veux que ça dure, je pense là, la période automne-hiver où voilà, tu n'es peut-être pas encore malade et tu as justement pas envie de te choper la prochaine bronchite, rhume ou grippe Oh qui oui. pètera, bah, ça peut être intéressant de soutenir avec de la micronutrition, des plantes, ton organisme. Si tu sais que tu as une faiblesse veineuse l'été, n'attends pas la canicule pour prendre de la vigne rouge, mais viens renforcer ton terrain circulatoire plus tôt. Donc on peut faire beaucoup de choses comme ça en Hmm. prévention. Et après, on peut venir aussi en première intention traiter, voire guérir sur ce qu'on appelle la bobologie du quotidien. Donc, ça peut être un rhume, ça peut être une angine, ça peut être une cystite, ça peut être voilà, des mots, disons quand même graves, mais où tu te dis, allez, je me donne un jour. Dans le cas d'une cystite, c'est un jour. Hein. Une cystite, il faut aller vite, mais tu vois, de la bruyère, ça marche très vite. En 20 minutes, tu vas soulager une infection urinaire avec juste une tasse de bruyère ou du sirop de bruyère. Hmm. Donc, la phyto, souvent, on dit qu'il faut le prendre longtemps pour sentir les effets. Typiquement, la cystite, tu vois, En quelques c'est pas le en cas, 20 ça marche minutes. très rapidement. Voilà. Après, si, quand ça ne suffit pas, faut pas non plus être borné et obtus. Quand ça suffit pas, bah, évidemment, tu vas prendre tes antibiotiques si ça dégénère. Mais là encore, tu viendras prendre un pépin de pamplemousse parce que le pépin de pamplemousse, il limite l'antibiorésistance et qui va renforcer l'action de ton antibiotique. Il va éviter aussi les mycoses, les infections fongiques qu'on peut avoir après des antibiothérapies. Et après, tu prendras un probiotique pour ensemencer ta flore, tu vois. Donc, ce qu'on appelle en fait une approche intégrative de la médecine, où en fait, on vient intégrer à la médecine allopathique, en fait, et bien justement la phyto, la micronutrition, etc. Et donc, pour finir sur ta première question, mon parcours, donc j'ai fait ce stage d'un mois à l'herboristerie. Donc, trop génial, franchement. Voilà. Donc, j'ai été un peu parachutée là-dedans comme ça. Je me suis farci tous les livres de Michel Pierre, donc à l'époque, mon patron. Plus Maria Treben, Jean Valnet, Raymond Dextrait, enfin tu vois un peu les grands noms de la phyto. Et ça m'a passionnée. Et du coup, comme il se trouve que j'étais bonne bandeuse aussi, enfin j'ai un contact commercial qui passe bien. Donc ça, c'était un stage que tu fais en début d'année scolaire, hein, c'était en octobre 2010. Et en fait, Monsieur Pierre m'a embauchée tous les samedis de l'année scolaire en job étudiant. Ce qui fait que pendant toute ma deuxième année de BTS, la semaine j'étais à l'école et le samedi j'étais en boutique. Donc j'ai Super. continué, si tu veux, de parfaire tout ce savoir. D'autant que la phyto, ça peut paraître dans les livres assez rébarbatif parce qu'une plante, elle sert à 15 trucs en même temps. Donc c'est très Ouais, difficile de hiérarchiser dans ta tête dans quelle indication vraiment tu vas la c'est clair. préconiser. Et là, en fait, quand tu apprends sur le tas, en fait, tu apprends super vite parce que à l'herboristerie du Palais Royal, on avait aussi une clientèle qui est extrêmement fidélisée, genre qui revient toutes les 3 4 semaines, tu vois, dès que son paquet est fini, etc., pour voir la suite. Donc, tu as aussi tous les retours de ce que tu as donné. Tu vois, c'est pas tu donnes un protocole, puis la personne ne la revoit pas et tu sais pas Hmm. si ça a marché. C'est ça. Là, c'est que tu vas la revoir. Elle va te dire, oui, bah, ça, vous m'avez donné ça, franchement, c'était génial, merci beaucoup. Ou d'autres qui vont te dire, bah, ça, moi, c'était bof, franchement, j'ai pas vu d'effet. Bon, bah, du coup, tu réajustes, puis tu donnes quelque chose d'autre après. Ouais. Et après, du coup, quand j'ai passé mon BTS, du coup, j'ai quand même fait la fac de pharma de Montpellier, là, qui a un cursus en ligne qui s'appelle Hippocratus, qui délivre un certificat de conseil en phytoaromathérapie. Et voilà. Et après, donc ça, je te parle de ça il y a 10 ans, hein, on est en 2021, donc voilà. Et en fait, après, je n'ai cessé de me former. C'est-à-dire que j'ai commencé par la phyto, après, j'ai fait la micronutrition, après, j'ai fait les huiles essentielles, après, j'ai fait les fleurs de bac, après, j'ai fait les champignons, après, j'ai fait les produits de la ruche, les produits de la mer, les hydrolats, l'ayurveda. Enfin, c'est sans fin. En fait, c'est ça qui est bien avec Et ce genre de métier, c'est que tu peux continuer à te former tout le temps et c'est des métiers de passionnés généralement, donc ça à continue moi, constamment. j'adore.
Et en fait, Attends, juste, excuse-moi, je te coupe, fais attention parce que du coup, vu que tu as des écouteurs, il y a des bruits de plissement de toucher, je pense. Voilà. ouais. Euh, et donc, du coup, moi, je suis très contente parce que ça comble justement, tu vois, cette suffisance que je trouvais de la diététique où on est parfois assez léger. Eh bien, surtout que, bon, quand même, le BTS, c'est très bien, mais parce que ça te donne un diplôme d'État, que tu es relativement libre pour exercer en libéral un peu comme tu veux, pour t'installer avec des médecins, etc., c'est plus facile. Moi, je suis dans un cabinet pluridisciplinaire. Mais en soi, on a quand même, enfin, on a des programmes qui sont très vieillots. C'est On a ça. des choses qui Ouais. sont pas tellement actualisées. On tient des discours qui, pour moi, sont stupides, disons-le clairement. Et du coup, quand tu t'intéresses à la phyto, à la micronutrition, etc., forcément, tu mets un peu le pied dans la naturopathie. Tu t'intéresses du coup à la nutrition, mais vue selon la naturopathie, qui est complètement à l'opposé de ce que nous, on nous apprend Oui, au ouais. cours, à l'opposé. Donc après, faut, faut un équilibre dans tout ça. Il y a des visions naturopathiques qui sont aussi un peu intégristes et difficilement aussi applicables dans nos quotidiens de gens qui vivent en ville, voilà, où tout n'est pas toujours applicable. Donc voilà, mais du coup, moi, je me suis fait un peu une petite tambouille de tous ces savoirs, l'officiel, puisqu'on apprend aussi en naturopathie. Voilà, même en Ayurveda, tu vois, il y a des points de vue qui sont assez intéressants et qui diffèrent. Là, je me forme aussi en éthique chinoise là, cette année, l'année prochaine. Et l'éthique chinoise vient encore rajouter Hmm. ces petites subtilités qui font que bah, quand tu as deux patients qui consultent pour la même chose, tu vois, une constipation, admettons, bah, je ne vais pas du tout leur préconiser les mêmes choses parce qu'ils auront des terrains différents, un âge différent, une problématique de vie différente. Et voilà, et tu vois, c'est des subtilités que je n'avais pas forcément il y a 10 ans. Ouais, mais c'est Euh, ça qui est hyper. Enfin, comme tu dis, le terrain, c'est là où est la clé. C'est quel est le terrain de ton patient. Je pense que c'est là où tu peux avoir des solutions parce que tu traites vraiment la cause individuelle. C'est ça. C'est ça. Ouais. Puis en plus, tu as un vrai rôle d'éducateur de santé. Tu vois, le- un des gros torts que je reproche aujourd'hui à la médecine allopathique, alors je dis à la médecine allopathique et pas aux médecins, parce que je ne leur jette pas la pierre, parce qu'ils sont eux-mêmes victimes d'un système, mais c'est que, on a des temps de consultation qui ne font que de se raccourcir d'année en année. Ils sont complètement pressés par voilà, la HAS, tout ça, la Sécu, machin, avec une paperasse administrative à gérer qu'ils n'avaient pas auparavant. Et en fait, on en perd le cœur du métier qui est l'auscultation, l'anamnèse, de prendre le temps d'écouter ton patient. Quand tu as un patient qui a 20 ans de passif avec une maladie, qui a vu X professionnels de santé, X traitements, et que toi, tu le reçois et que tu n'as que 6 minutes top chrono, bah C'est forcément, il n'a pas le pathétique. temps de tout te dire. Ouais. Et du coup, ben, bah, tu vas prendre le risque de lui redonner une ordonnance qu'il a déjà eue peut-être il y a 3 ans, qui lui avait strictement rien fait. Et en fait, les patients se sentent. Enfin, on a une médecine qui est un peu déshumanisée, tu vois. Ils se sentent pas suffisamment écoutés, soutenus. Et c'est dommage parce que rien que l'écoute est en soi un soin, tu Ah, vois. mais totalement, mais bien sûr. C'est ce qu'on a besoin et c'est ça qui est très dur pour les patients qui souffrent. C'est qu'ils ne se sentent pas écoutés en plus. C'est ça. Donc c'est la double peine. C'est déjà ils sont en souffrance de leur maladie et en plus ils n'ont pas l'écoute adéquate et voilà. Et nous c'est vrai que on a des temps de consultation qui sont quand même plus longs, hein. Tu vois, moi un bilan c'est 1h15, un suivi c'est 45 minutes. Donc c'est pas du tout comparable à C'est clair, un t'as déjà médecin. plus de temps. Voilà, tu as plus de temps et tu crées du coup, je voulais en venir à ça, une relation voilà, d'entraide bienveillante où voilà, on s'aide l'un l'autre et où on a une alliance thérapeutique qu'on noue et où du coup on a aussi du temps pour éduquer son patient en ce sens que déjà on lui explique ce qu'il a. Moi j'ai plein de patients qui disent bah voilà j'ai eu tel diagnostic, ils savent même pas ce que c'est. Ça, c'est Je dis, bah, dramatique. Il manque ça, en fait. Il faut c'est ça. responsabiliser la personne en plus. Bah oui parce qu'en fait si t'expliques pas à ton patient qu'est-ce qu'il a, si t'expliques pas le pourquoi et l'utilité du traitement que tu lui donnes. Comment veux-tu que lui, il s'implique et qu'il soit observant, qu'il comprenne tout l'intérêt qu'il a à tenir ce traitement, quand bien même le truc soit dégueu à avaler, soit long, soit fastidieux, etc. Justement, tu l'impliques plus parce que tu vas lui dire, bah voilà, votre maladie, c'est ça, ça, ça. Du coup, moi, pour le traiter, je vais orienter sur ça, ça, ça. Et donc, du coup, je vous donne cette tisane, cette gélule, cette poudre, cette teinture mère, cette je sais pas quoi, tant de fois par jour, parce que voilà, il faut qu'on ait ça, ça, ça. Et quand tu lui expliques tout, en soi, ça prend pas tant de temps que ça, tu vois. Après, c'est s'il a des questions, etc. Mais du coup, il ressort de là,
il a appris des choses et il est Bah, investi, tu ouais, vois, voilà, responsabiliser impliqué. sur sa santé, exactement. Et c'est ce qui manque, je pense, effectivement, c'est ce qui manque dans la médecine classique. Parce que par faute de temps, tu as raison de le souligner, c'est complètement vrai. Mais je trouve ça super et c'est vrai que tout le monde n'a pas le profil. Moi, je suis partie des gens qui, quand on a un problème, on aime bien aller jusqu'au fond des choses, on va regarder 36 000 choses, écouter 40 000 podcasts, mais tout le monde n'est pas comme ça. Je vois par exemple mon père, il a un problème au foie, voilà, c'est tout. Il n'est pas plus impliqué que ça et je trouve ça dommage parce que, comme tu dis, du coup, tu vas pas au fin fond des choses, tu comprends pas comment ça fonctionne, pourquoi tu prends tel médicament ou pourquoi tu pourrais pas plutôt prendre justement de la phyto. C'est un peu dommage. Donc Ouais. j'espère que ça va changer et c'est ce que. Oui, Je te fais un temps mort, faut que j'aille brancher mon ordi. J'ai la batterie qui va me lâcher. vas-y, J'arrive. vas-y, va brancher. C'est bon. J'étais à 3%, je me suis dit, Oula. mon Dieu, Moi ça va, j'ai c'est bon, c'est branché. 83%, j'en ai profité, j'ai regardé. Alors, aujourd'hui j'ai envie qu'on fasse un petit récap de la phytothérapie pour que ce soit bien clair pour nos auditeurs. Donc on va rentrer dans les détails, mais un petit rappel s'impose, surtout pour ceux qui ne connaissent pas. Qu'est-ce que c'est et quelle est la différence entre un herboriste et un phytothérapeute? Alors, phyto, c'est les plantes, thérapie, c'est le soin. Donc, c'est l'art de soigner par les plantes. Un herboriste, alors il y a 2 versants dans le métier. C'est quelqu'un en fait qui a un travail autour des plantes. Tu as la filière de l'herboristerie paysanne. Donc là, ça va être des gens qui savent reconnaître les plantes médicinales dans la nature, qui vont savoir comment est-ce qu'il faut les cueillir, à quelle époque de l'année, même à quel moment dans la journée, qui vont savoir les sécher et qui vont savoir ensuite les transformer, donc soit les assembler pour faire des tisanes, soit les broyer pour en faire de la poudre, ou soit les mettre en macération dans de l'huile pour faire des macérats huileux. Je pense au calendula, à l'arnica. Alors même si on dit souvent huile d'arnica, c'est en fait un macérat huileux d'arnica, ou dans de l'alcool pour en faire des teintures mères, des alcoolatures. Voilà. Donc ça, c'est toute la filière paysanne, donc qui est le premier maillon de la chaîne, si tu veux. Et après, tu as l'herboriste d'officine, donc ce que moi j'ai fait pendant 10 ans, où là, on est au comptoir, donc un peu comme une pharmacie, sauf que en fait, on vend des plantes au lieu des médicaments. Mais c'est pareil, en fait, tu as quelqu'un qui rentre, qui vient avec une demande. Bonjour, j'ai une bronchite. Bonjour, j'ai des jambes lourdes. Voilà, qu'est-ce que vous pouvez me préconiser? Et donc, nous, on a tout un arsenal de galéniques différentes. Donc, la tisane, les teintures mères, la gémothérapie, les huiles essentielles, les hydrolats, etc., les poudres et compagnie. Et on va venir lui proposer une solution un peu clé en main pour C'est son du trouble. conseil, quoi. C'est pas de soigner pour soigner, c'est plus du conseil, là. Oui, c'est toujours. Bah, après, tu peux soigner pour soigner quand voilà, quand c'est un mal de tête, quand c'est une cystite, quand voilà, on a vraiment une efficacité avec la phyto ou parfois tu peux vraiment faire sans les médicaments. Donc en soi, tu soignes et tu guéris. Mm. Après, il y a des fois où tu peux pas parce que c'est des pathologies chroniques. Tu as des gens qui ont des migraineux chroniques et oui, c'est pas avec ma partenaire que je vais la guérir de sa migraine quand ça fait 30 ans qu'elle en fait, tu vois. Donc, faut aussi être humble sur ça. En revanche, si elle est sous triptan, donc qui sont des classes de médicaments qui sont quand même assez lourdes pour le corps, bah, si elle souhaite en prendre moins, c'est vrai que de se prendre sa Mm. petite tisane ou sa gélule de Partenelle tous les jours, tout le temps, pour asseoir un peu un terrain de la migraine ben, moins fort, ça lui permettra effectivement d'espacer ses migraines et du coup d'espacer son ombre et sa prise de triptan, tu vois. Donc en Mm. soi, c'est toujours quand même intéressant. Et donc en fait, on peut raisonner comme ça sur beaucoup, beaucoup de maladies. C'est-à-dire après, oui, tu es en crise, bah, tu es bien content qu'il y ait la chimie pharmaceutique. Enfin, moi, je ne suis pas du tout une anti-médicament, c'est loin de là mon discours. Mais c'est de dire qu'aujourd'hui, on a quand même peut-être une tendance à dégainer la grosse artillerie pharmaceutique et chimique très vite, alors qu'on pourrait avoir alors qu'il existe en fait des alternatives qui sont nettement plus douces pour le corps, plus respectueuses et parfois tout aussi efficaces, voire plus efficaces, tu vois. Quand je vois, pour parler vraiment de l'aube de la vie, mais de ces tout petits bébés qui sont farcis de gaviscon alors qu'ils ont à peine 1 mois et demi, Ouais. alors qu'on sait que des tisanes de matricaire, de racines de guimauve et de fenouil, en fait, aident énormément sur les reflux et les coliques des nourrissons, et que tu en as certains qui peuvent passer ce premier trimestre de vie qui est très compliqué avec l'immaturité du système digestif grâce à ça et grâce aussi à l'ostéopathie. Hein. Moi, j'adore bosser en binôme avec eux parce qu'ils font beaucoup de choses Ouais. mécaniquement aussi bah, nous, on n'agit pas sur le mécanique, hein, donc du coup, voilà, mais une approche phyto-ostéo, tu vois, est tout aussi efficace, voire même plus qu'un gaviscon parce qu'on joue sur bah,
voilà, tout le problème général et pas juste la conséquence. Et en fait, souvent avec l'allopathie, tu joues que sur les conséquences et pas toujours sur les symptômes. Enfin, Hmm, rarement sur les symptômes. c'est ça. Alors que Ouais. nous, on a une approche beaucoup plus causale, beaucoup plus étiologique. Donc, on traite cause et conséquences pour éviter la chronicité, la chronicisation du trouble. Et aujourd'hui, on a une médecine allopathique qui chronicise quand même énormément de maladies. Et c'est en ça que c'est dommage. Donc, moi, l'idée, c'est vraiment de travailler main dans la main avec des pharmaciens, avec des médecins. De plus en plus, d'ailleurs, voient les limites aussi du tout chimique, du tout médicamenteux pour avoir un petit peu une approche, s'ouvrir des horizons thérapeutiques avec d'autres approches qui sont du coup où tout le monde y gagne en fait. C'est-à-dire que même intellectuellement pour le médecin, de pas toujours prescrire sa cortisone, de pas toujours prescrire son antibiotique. Enfin, je me dis même pour eux, ils ont fait 11 ans d'études, les pauvres, ils font toujours les mêmes ordonnances. Tu vois, Oui, enfin. exactement. Et puis Et c'est le pire, c'est que ça, voilà, ça répond pas forcément, ça aide pas forcément les gens. Donc oui, il y a une petite frustration et comme tu dis, par manque de temps, bah, ils continuent, ils ont pas le temps et puis voilà quoi. Ouais, c'est un peu le serpent donc qui se mord la queue. c'est ça. Mais du coup, celui qui gagne au final, c'est le patient. Et je pense qu'à la base, on fait tous ces métiers de soins pour venir en aide à des patients. Enfin, Hmm. moi, c'est en tout cas ma motivation première. Mais donc voilà. Et là, tu as quand même un sentiment d'utilité qui est nettement plus fort quand tu fais les choses en raisonnant de façon un peu globale. On dit aussi holistique maintenant. Et Exactement, voilà. holistique, comme tu dis. Et c'était une de mes questions, hein, justement, si tu trouvais qu'on avait trop tendance à utiliser automatiquement les médicaments plutôt que les plantes. Donc, je connais ta réponse. Et je me demandais, est-ce que tu penses que les médicaments, en fait, on isole souvent les principes actifs. Et donc, est-ce que ça peut jouer sur son efficacité contrairement aux plantes? Alors, en fait, bah, typiquement, tu vois, dans les antibiotiques, un des fléaux, là, on parle d'antibiorésistance. Donc, c'est le fait de résister à un antibiotique et qu'il ne soit plus efficace parce qu'en fait, on nous en donne très tôt, très vite et qu'en plus, on mange des animaux qui sont eux-mêmes nourris, enfin, qui ont été traités, pardon, avec des antibiotiques. Donc, du coup, voilà, ça se retrouve dans notre sang, etc. Et en fait, un antibiotique, c'est une molécule unique. Les huiles essentielles, par exemple, c'est un ensemble de centaines de molécules et du coup, c'est beaucoup plus difficile pour des germes de développer une résistance à l'huile essentielle de cannelle, par exemple, qu'à de l'amoxicilline, parce que l'amoxicilline, c'est juste une molécule, tu vois? Et dans Hmm. la cannelle, comme il y en a beaucoup et ben, en fait, tu as pas, en fait, d'antibiorésistance avec les huiles essentielles. Alors tu n'en as pas pour le moment, ça ne veut pas dire que dans 100 ans, ces germes-là n'auront pas trouvé une faille. Mais au demeurant, c'est pour ça que chaque fois que vous prenez des antibiotiques, au minimum, prenez-les avec de l'extrait de pépins de pamplemousse et même normalement avec une huile essentielle, parce qu'une huile essentielle, elle a une capacité à casser les enveloppes, les biofilms, là, les espèces de carapaces dans lesquelles se mettent, enfin, sont les bactéries ou les virus. Et donc, du coup, l'antibiotique, en fait, lui, joue sur la bactérie ou le virus. Mais quand il s'est mis dans Dans le une biofilm? petite enveloppe, voilà, qui nuit à l'action de cet antibio, bah, c'est quand même ballot. Et donc, avec des huiles essentielles très douces, très bien tolérées, je pense à l'arbre à thé, par exemple, qu'on appelle aussi le tea tree en anglais, tu potentialises ça. Donc, tu vois, il y a un vrai intérêt, il y a une vraie symbiose, en fait, à faire entre la chimie pharmaceutique et l'intelligence de la nature, avec, voilà, du pépin de pamplemousse, de l'huile essentielle. Donc après, voilà, c'est à manipuler avec précaution. Il y a des dosages particuliers à respecter. Il y a des publics aussi qui, voilà, faut faire Hmm. attention chez les enfants, chez les femmes enceintes, selon le terme. Voilà, mais une fois que tu maîtrises ça, en fait, tu traites mieux, en fait. Donc je dirais qu'on dégaine trop vite les médicaments, oui, mais parce que d'un autre côté, nos médecins n'ont appris qu'à traiter qu'avec ça. Donc quand tu sais pas faire autrement, tu fais ce qu'on t'a appris, tu vois. Après, clairement, moi, pour être dans beaucoup de formations avec justement des pharmaciens et des médecins, tu vois qu'il y en a quand même beaucoup qui s'ouvrent à toutes ces approches-là, déjà parce qu'il y a une grosse demande du grand public. Donc, quand leurs patients les bassinent à leur dire: «Mais je pourrais pas prendre du curcuma au lieu d'un anti-inflammatoire pour pas me dégommer l'estomac?» Bon, quand ils l'entendent une fois, 10 fois, 30 fois, à un moment, ça les saoule. Ils se disent: «Bon, je vais aller voir du côté de ce curcuma, qu'est-ce que ça donne?» Et puis ils vont se former. Bon, je te cite cet exemple parce que typiquement, c'était ce une médecin me disait, l'autre jour là en formation, voilà, c'est par le curcuma, tu vois, qu'elle s'est intéressée à la phyto et ensuite que pareil, un monde de possibles s'est ouvert à elle et elle s'est dit: «Non mais il faut creuser», tu vois? Et maintenant, bah, elle, dès qu'elle peut, Ouais. tu vois, donner quelque chose, sous forme naturelle, enfin sous forme phyto, eh bien elle le fait et après s'il y a besoin de la chimie pharmaceutique, elle le fait aussi, tu vois? Mais
Donc, et plus on aura de médecins comme ça qui s'ouvriront, et bien moins vite on dégainera si tôt et si fort cette chimie pharmaceutique. Ouais, ouais, et je pense qu'il y aurait moins de frais au final, il y aurait moins de voilà, l'industrie pharmaceutique forcément elle gagnerait moins, mais je pense qu'en termes de santé, en qualité de vie, ça serait, beaucoup plus augmenté quoi. Oui, mais à la fois, tu vois, l'industrie pharmaceutique, on en aura toujours besoin parce qu'on a besoin aussi de recherche et de progrès sur des maladies où il n'y a pas encore de traitement, etc. Et elle a pas de. Tu vois, souvent on me dit, ouais, mais quand tu dis ça, Caro, forcément, eux, tous les lobbies, là, ils flippent, ils vont dire qu'ils vont plus avoir. Non, mais on peut pas. Enfin, je l'ai dit, on peut pas tout soigner, tout guérir au naturel. Tu auras toujours besoin des médicaments. Donc, en fait, il y aura toujours un marché énorme. En plus, on a des maladies chroniques hyper souvent. Donc, maladie chronique, c'est tous les mois, tu passes à la pharmacie et c'est gling-gling pour le labo pharmaceutique, tu vois. Donc, ils n'ont pas de crainte à avoir spécialement, tu vois, d'autant plus qu'on a une population vieillissante. Donc, il n'y a pas de crainte de ce côté-là. Je veux dire, tout le monde peut faire son business, il y a de l'argent à gagner pour tout le monde, mais on peut le faire aussi de façon éthique. Et moi, je crois profondément à ça, on peut bien faire son métier sans escroquer le patient, escroquer les mutuelles non Mmh. plus. Donc, effectivement, il y aurait un coût, par contre, net pour la Sécu qui serait moins fort, parce que quand tu payes ta tisane, ta boîte de compléments alimentaires, bah, tu la payes de ta poche, hein. Il y a encore trop peu de mutuelles qui prennent en charge. Quand bien même elles prennent en charge, elles prennent Ouais. 50 euros par an, quoi. Donc voilà. Mais, mais voilà, si tu, si éduques ton patient sur la meilleure façon de s'alimenter quand il a le trouble en question, sur les petites plantes qu'il peut avoir en soupape quand le trouble lui arrive, et qu'il a quand même la petite boîte de médoc au cas où, bon bah voilà, il agit à trois niveaux, tu vois, et sur Mmh. la prévention, et sur son hygiène de vie au quotidien, avec son sommeil, son alimentation, etc. Et donc, tu as, un patient qui, effectivement, ira moins souvent voir son médecin, ça désengagera un peu les cabinets, qui sera moins hospitalisé, vu qu'il a fait plus de prévention, bah, il aura moins de trucs trop graves, trop lourds qui nécessitent des hospitalisations. Et voilà, donc en fait, tout le système peut être gagnant, en fait, hein, à tout point de vue. Surtout, voilà, si on agit en prévention, c'est ça le Oui, faire davantage de prévention. C'est vrai qu'on est la médecine occidentale par rapport à la médecine orientale est clairement pas la grande fortige de la prévention. Et la France spécifiquement n'est pas du tout un pays qui fait beaucoup de prévention. Alors elle en fait, hein, attention, hein, je dis pas qu'elle en fait pas du tout sur tout ce qui est maladie cardiovasculaire, toutes les campagnes pour le tabac, pour beaucoup de ouais, mais choses, on est elle en loin fait quand quand même, même. de quelque chose de Mais c'est suffisant. pas suffisant Mmh. et on pourrait faire davantage. Et là où la phyto, elle a quand même vraiment une très belle place à jouer, c'est sur la prévention, clairement. D'accord. Et alors justement, la phytothérapie, ça englobe plusieurs types de préparations. Il y a de nombreuses formes d'utilisation des plantes. Est-ce que tu peux nous présenter ces différentes formes? Et aussi, voilà, comment savoir ce qu'il faut utiliser? Parce qu'on peut s'y perdre. Alors, la forme de base traditionnelle, c'est la tisane, d'accord? La tisane, depuis la nuit des temps, les hommes ont cueilli des plantes dans la nature, ils les ont fait infuser dans de l'eau pour capter les principes actifs. Donc, la tisane, c'est la base. Après, tu as des types de parties de plantes. Tu as les fleurs, tu as les feuilles. Tu as des feuilles qui sont aromatiques, donc toutes les plantes où il y a des huiles essentielles, les feuilles de thym, les feuilles de sauge, les feuilles de romarin. Et puis tu as des feuilles qui ne sont pas aromatiques, les feuilles de desmodium, les feuilles de cassis, les feuilles de boldo. Voilà. Et après, tu as les racines et les écorces. Donc selon la partie de la plante, tu ne fais pas forcément le même mode d'emploi. En général, pour les fleurs et les feuilles aromatiques, tu vas utiliser l'infusion, donc ce que tu fais assez classiquement avec ta bouilloire en mettant de l'eau bouillante dessus. Tu couvres pour pas que les molécules aromatiques, hein, les molécules d'huile essentielle s'envolent dans l'air, sinon Ça, on bah, fait tu pas perds souvent, tout. c'est une erreur, hein. C'est vrai que toi, par exemple, moi, j'ai fait mon tulsi, mon petit basilic Ouais. sacré, mais bah, je l'ai pas couvert parce que des fois, j'y pense pas. Tu sais, je pars 5 minutes, enfin 10 minutes et puis hop, je reviens. Mais t'as raison de le rappeler, Ouais. c'est bien. En fait, c'est soit tu faut utiliser une tisanière où du coup tu as forcément le petit couvercle avec, soit tu te sers de ta sous-tasse que tu mets sur ta tasse en fait, hein. Euh, mais c'est mieux. Donc voilà, ça c'est l'infusion. Et après, tu as un autre mode d'emploi qui est la décoction. La décoction, en général, on va l'utiliser pour les racines, pour les écorces et pour les feuilles non aromatiques. Donc plus une partie est fine, je pense aux feuilles, plus tu fais une décoction courte, 2 minutes, plus elle est épaisse, je pense à des morceaux d'aubier de tilleul où c'est assez épais, tu peux aller sur 10 minutes. Et une décoction, en fait, c'est un départ à eau froide à la casserole. Donc tu remplis ta casserole d'eau froide, tu mets tes plantes dans l'eau froide, tu allumes le feu et tu laisses monter à ébullition l'eau et les plantes en même temps. Et une fois que ça bout,
bah, tu laisses bouillir, donc 2 minutes, 5, 10, selon l'épaisseur de ta plante. Et une fois que ça a bouilli, tu éteins ton feu, tu couvres à nouveau et tu fais ton infusion de 10 minutes. Donc la décoction, c'est un mode d'emploi bah, déjà qui nécessite la casserole, donc il faut être à la maison, tu peux pas le faire. Mais après, si tu as un thermos, bah, tu peux Mm. faire ta tisane pour la journée et du coup, tu te la trimbales au bureau. Donc ça, c'est juste une logistique à prendre, mais ça permet de bénéficier au mieux des principes actifs. Après, en soi, si ça te casse la tête et que tu fais une infusion, euh, ça marchera toujours quand même. Ça marchera un peu moins fort. Et donc, dans ce cas-là, il faut vraiment faire des infusions longues. Je pense à de l'aubiétiol, des racines d'arpagophytum. Tu fais au moins 15 minutes d'infusion pour mieux capter les principes actifs. Mm. Donc, la tisane, c'est bien, mais bah, voilà, c'est pas le plus pratique. Donc, après, l'autre forme traditionnelle, c'est la teinture mère. Donc, on appelle aussi alcoolature. Donc, on prend soit la plante fraîche, soit la plante sèche. Ça dépend des plantes qu'on va venir macérer dans de l'alcool. Faut bien te dire, Léna, qu'aujourd'hui, on a de l'eau potable et de l'eau courante et c'est facile pour tout le monde d'avoir de l'eau. Voilà. Au Moyen-Âge, etc., tout le monde buvait de l'alcool. En fait, l'eau n'était pas potable. L'eau était vectrice de beaucoup de germes et donc de maladies. Et donc, l'alcool était quelque chose de sécuritaire. Donc, les teintures mères, l'usage de l'alcool comme solvant pour extraire les principes actifs et aussi comme conservateur, donc il conserve et permet de ne pas avoir recours à des conservateurs chimiques, bah, c'est encore quelque chose de très bien. Mm. Donc, ça s'est un peu perdu, tu vois, ça devient un peu un truc désuet par rapport aux ampoules, aux gélules, parce qu'il y a de l'alcool et qu'on a tendance à diaboliser l'alcool. Après, là aussi, on se détend. On dit toujours que tu as beaucoup plus d'alcool dans une banane bien mûre que dans 20 gouttes d'une teinture mère dans un verre d'eau. Tu Ouais. vois? Mm. Donc, bon. Mais du coup, ça, c'est très intéressant. Donc, t'en mets, bah, ça dépend des plantes. Et voilà, mais en gros, tu tournes entre 20 à 30 gouttes, 1 à 3 fois par jour. Voilà. Et après, tu as donc bah, les gélules. Alors, les gélules, tu as différents types de gélules. Tu as les gélules de totem de plantes. Donc, c'est juste de la plante. On va accueillir des feuilles de pissenlit. On les fait sécher, on les broie, on met en gélule. Donc là, tu as Mm. du totem de pissenlit. On ne sait pas quelle molécule vraiment tu as dans ton pissenlit. Voilà. Totem, ça veut dire quoi? Totem, c'est le tout. C'est Voilà. Ouais. l'intégralité des principes actifs. Mm. Contrairement à la chimie pharmaceutique où c'est toujours un ingrédient actif. Voilà, D'accord. t'as jamais le tout. Tu vois, l'aspirine, qui est le médicament le plus vendu au monde, c'est de l'acide acétylsalicylique. Et ça a été extrait grâce à deux plantes, hein, la reine des prés, Spirea ulmaria, Spirea qui a donné aspirine, tu vois, Mm. c'est la même racine latine, et qui contient de l'acide salicylique et de l'écorce de saule qui contient de la salicine. Et tu vois, dans la reine des prés, l'acide salicylique n'est pas du tout agressif pour la muqueuse de l'estomac. Au contraire, il est même bénéfique. Parce qu'en fait, quand tu as un principe actif, la nature est plutôt bien faite. Alors, là aussi, hein, il y a eu des générations de gens qui se sont empoisonnés avec les plantes. Hein, donc, Bien tout ce sûr. qui est naturel n'est pas anodin, je le rappelle. C'est bon de le Euh, rappeler. C'est bon de le et rappeler. qu'on peut s'intoxiquer avec de la belladone, avec voilà. Mais au demeurant, toutes ces générations justement de botanistes qui aujourd'hui nous disent bah voilà, ça c'est safe et sécure, on peut consommer. Eh bien en fait, dans ces principes actifs, quand on a un qui est un peu délétère, tu as justement le totem, toutes les autres molécules qui viennent calmer Calmer. l'effet négatif. Donc du coup, la reine des prés n'est pas du tout nocive pour l'estomac, alors que l'aspirine va l'être, tu vois. Donc Mm. en fait, quand tu ne prends qu'un principe actif, tu gagnes en efficacité sur bah, l'intérêt thérapeutique conféré par la molécule en question. En revanche, tu perds sur sa tolérance. En fait, tu as toujours des moins bonnes tolérances. C'est pour ça que tout médicament est toujours vendu sur sa notice avec une liste d'effets indésirables, alors que tu n'auras pas forcément, hein. Mais c'est des effets indésirables qui sont connus parce que justement, tu as une perte de tolérance. Avec les plantes, tu as beaucoup moins ça. Et quand bien même tu l'as, c'est toujours réversible. Tu arrêtes de consommer les plantes et c'est bon. Tu vois, tu vas pas te flinguer un rein ou tes yeux comme tu peux le faire avec certains médicaments chimiques de façon irréversible. Mm. Et c'est des troubles qui sont toujours mineurs. Ça va être des diarrhées, ça va être des vomissements, un mal de tête, une éruption cutanée. Tu vois, en général, tu es sur ces quatre problématiques-là. Donc, en soi, c'est pas bien méchant, quoi. Mm. Ouais. Donc, voilà, ça, c'est les poudres de totem. Donc, au passage, hein, cette poudre qui est mise en gélule se vend aussi en poudre. On vend des poudres de plantes que tu peux mettre dans ton yaourt, ta Mm. compote, un smoothie, un jus, ce que tu veux. Et après, tu as les gélules nouvelle génération, les gélules d'extrait sec, d'extrait standardisé, où là, en fait,
par exemple l'arpagophytum, tu vois, on sait que c'est les arpagosides qui sont intéressants. Et ben, on va venir titrer en arpagoside. Donc, on est sûr que dans chaque gélule d'arpagophytum qu'on te vend, et ben, tu as tant de pourcentage d'arpagoside. Pareil que le chardon-marie, on dose la silimarine et on te garantit que tu as au moins 5, 10, 20% de silimarine dedans. Voilà. Donc ça, C'est plus c'est un précis en peu... fait, c'est ça? Comment? C'est plus précis, c'est ça? Voilà. Alors, c'est plus précis déjà, et en plus, ça évite un phénomène naturel qui est la variabilité de la teneur en principe actif des plantes selon les saisons et selon la zone où ça a été cueilli. Hmm. Parce que la nature, voilà, elle est sensible aux aléas climatiques, voilà, et peut-être que dans une région, bah, là, ce sera blindé en principe, mais 3 mois plus tard, tu en auras beaucoup moins, et puis dans une autre région, ce sera un peu tout le temps pareil, mais un peu moins dosé. Enfin, donc, tu as cette variabilité-là qu'on maîtrise pas du tout avec la plante en vrac, avec la gélule de totem. Et en fait, avec l'extrait sec, l'extrait standardisé, tu as une meilleure maîtrise de ça, en fait, où on te garantit que voilà, dans ton curcuma, tu as tant de curcumine. Donc, après, en soi, ça, c'est quelque chose qui rassure beaucoup les médecins et les pharmaciens. Les médecins et les pharmaciens qui font des formations, voilà, c'est un truc, ça les rassure parce que eux, ils ont appris à donner 20 milligrammes de telle Ouais. molécule. Voilà. Puis c'est aussi un argument marketing, j'imagine. Oui, parce que forcément, ton coût de ta boîte de gélules est plus onéreux. Alors, à juste titre, hein, il y a eu plus de recherches Hmm. derrière. Enfin, là-dessus, moi, pas de souci. Après, clairement, quand tu écoutes aussi tous les vieux herboristes, et donc qui sont des gens que je côtoie, qui ont vu l'arrivée sur le marché des ampoules, qui est encore une autre galénique ou pareil, on extrait quand même, des EPS, donc les extraits de plantes standardisés, ces fameuses gélules, etc. Euh, En fait, nous, les plantes en phyto, même si tu es malade 3 jours, bien souvent, on te dira, du coup, faites de la prévention, de faire ton traitement sur 3 semaines, un mois. C'est-à-dire que là, tu te chopes, là, par exemple, j'ai une extinction de voix. Sachant que je suis quelqu'un qui est sujette à ça. Je parle tout le temps, je fais un métier où je parle tout le temps, je ne sais pas très bien poser ma voix. Bon, là, je prends beaucoup d'érysimum, tu vois, j'en prends à haute dose. Mais de façon assez régulière et coutumière, je prends de l'érysimum avec du thym, de la ronce, du framboisier, bref, toutes les plantes qui sont bien pour les cordes vocales. Je le fais régulièrement pour que bah, je n'ai pas si souvent que ça mes extinctions de voix. Ouais. Hmm. Alors qu'en allopathie, tu as une extinction de voix, tu vas à la pharmacie du coin, ils vont te donner Homéovox par exemple ou Activox et ils vont te dire bah voilà, tu prends les 4 jours où tu as ton extinction de voix, après tu arrêtes. Et donc effectivement, quand tu prends les choses que 4 jours, tu as besoin que tu aies un principe actif qui soit fort dedans. Ouais. Mais quand tu prends les plantes un peu en routine, sur 3 à 4 semaines, pour traiter un terrain, en fait, cette variabilité de la plante, tu t'en fous un peu parce qu'en fait, ce qui compte aussi, c'est la confrontation régulière de ton corps avec les principes actifs en question. Hmm. Et aujourd'hui, moi-même, je l'expérimente, c'est qu'aujourd'hui, des patients qui viennent me voir, je te donne un exemple récent là, que j'ai eu, d'un patient qui est garde du corps, qui fait un métier assez stressant et qui a commencé à avoir des extrasystoles, pas mal de palpitations, tout ça. Il vient me voir, donc le gars, il garde du corps, donc clairement, il va pas se trimballer avec sa thermos, voilà, il veut un truc en gélule, tu vois. Et donc, tu as des plantes pour les extrasystoles. Donc, je lui donne un petit complexe en gélule où tu as de l'aubépine et du coenzyme Q10 dedans. Voilà, il me prend le truc. C'est un client habitué que j'ai hyper souvent. Il revient me voir genre 2 semaines après. Il me dit écoute, Caro, ton truc, c'est bien, mais c'est pas encore ça. En fait, donc, bon, en parallèle, je lui dis quand même d'aller voir son cardiologue pour quand même vérifier qu'il n'y ait pas quelque chose, Bien sûr. etc. Donc, il me dit ouais, je vais prendre rendez-vous et je lui donne en teinture mère. Donc, je lui donne de l'agripaume et de l'aubépine en teinture mère. Donc, 30 gouttes de chaque, le matin, le soir, on y va. Et je lui donne aussi des petites gouttes de bourgeon de figuier qui sont quelque chose de bien pour apaiser tout le terrain du stress, de l'anxiété. Voilà. Donc, on part sur ça. Je dis voilà, tu testes ça et puis tu reviens me voir dans 2 semaines, on voit ce que ça donne. Et là, il revient, il me dit bah, déjà, c'est beaucoup mieux. En fait, je trouvais que ça marchait mieux que la gélule. Alors que, honnêtement, en dosage, sa gélule en aubépine était mieux dosée hein, que Hmm. ce que je lui donnais là en teinture mère, tu vois. Et, et après, il me dit, bah voilà, là, c'est cool, j'arrive en vacances, donc je suis OK pour faire ta tisane. Si tu me dis que vraiment la tisane, c'est mieux, je suis d'accord pour faire ça. Et du coup, je lui dis, bon, bah, on va garder les gouttes de bourgeon de figuier quand même. Et on va se faire de la tisane donc d'aubépine. Donc, je lui donne les deux formes, hein. On a les fleurs d'aubépine et on a la sommité fleurie. Donc, je lui donne sommité et fleurs. Et je lui donne en plus de l'agripaume. Donc, le trio à part égale en tisane. Je lui dis, t'en bois 3 tasses par jour. Et en fait, il revient me voir après.
Et donc là, tout est parti, c'est fini, il n'en a plus. Donc après, tu pourras toujours me dire oui, mais c'est parce que ça faisait déjà un mois qu'il avait fait aussi son aubépine, son coenzyme Q10, tout ça, et donc c'est peut-être l'effet cumulé. Alors oui, peut-être que c'est ça. On le saura jamais. En soi, on s'en fout. Ce qui compte, c'est qu'il n'en est plus aujourd'hui. Mais en tout cas, ça montre que les teintures mères, tu vois, ça faisait de l'effet, mais c'était pas suffisant. Et là, tu lui donnes la tisane, et la tisane, ça marche d'un coup. Et c'est paradoxal parce que pour le commun des mortels, beaucoup de gens croient que la tisane, c'est la forme la moins forte Oui, ouais, ouais, complètement. et que la gélule, c'est la plus forte. Mm. Parce que bah, tu te traites de base avec des médicaments qui sont toujours en gélule ou en comprimé, donc tu as assimilé dans ta tête que pour te soigner, il faut de la gélule ou du comprimé. Mm. Mais en fait, tu vois, quand tu bois un demi-litre de tisane, voire un litre de tisane par jour, tu as un litre de principe actif dans ton corps. Alors que quand tu avales ta gélule avec trois pauvres gorgées d'eau, tu vois, oui, tu as du principe actif, mais ce qui va diffuser dans ton corps, c'est pas un litre, tu Puis là, vois. quand tu bois, c'est tout au long de la journée en plus. Donc c'est en continu. Ouais, c'est ça. Et donc tout ça pour dire que, alors après, c'est pas le cas pour toutes les indications, tu vois, il y a quand même des pathologies où avec les gélules, on traite parfois mieux. Je prends le chardon-marie, il marche 1000 fois mieux en gélule qu'en tisane. En tisane, en fait, on va pas assez bien extraire les molécules de silymarine. L'eau n'extrait pas très bien ça. La boswellia, c'est une résine. La boswellia, ça sert à rien en tisane. Enfin, d'ailleurs, ça n'existe pas en tisane, ça ne se vend qu'en gélule, tu vois. Donc, voilà. Donc voilà un petit peu cet éventail des galéniques qu'on a. Et nous, après, nous, on sait sur chaque plante quelle galénique marche le mieux. Ouais, c'est Après, on ça. Mm. s'adapte toujours aux patients, aux clients, tu vois. Mes chauffeurs de taxi ou mes chauffeurs Uber qui peuvent pas aller faire pipi comme ils veulent parce qu'ils sont en voiture dans le trafic tout le temps, bah oui, clairement, je vais leur donner une gélule, tu vois. Après, la nana qui est là avec le télétravail un peu généralisé, qui du coup est à la maison, bon, bah, j'ai moins de scrupules à lui dire non, franchement, j'insiste pour la tisane, vraiment, ce sera mieux, tu vois. Oui, donc de toute façon, c'est aux professionnels. Pour le coup, c'est pas à nous de nous autodiagnostiquer et de savoir quel est le type de phyto qui nous correspond le plus. Alors, déjà, le diagnostic, ça, c'est en soi qu'un médecin qui peut le poser. Après, bon, diagnostiquer un rhume, ça, on peut quand même tous le faire. Mm. Mais si tu as envie de prendre du thym, oui, la tisane de thym, c'est mieux que de s'avaler des gélules de thym. Tu vois, les gélules de thym, ça sert à rien. Puis Enfin, c'est bon la tisane de thym, moi j'aime bien, j'en prends régulièrement. ouais, voilà. Après, si t'aimes pas le thym vulgaire, moi, je suis pas trop fan du thym vulgaire. T'as le thym citron, qui est naturellement citronné, qui est vachement plus doux. Moi, j'ai des enfants en bas âge à la maison, c'est aussi plus facile de leur en donner que du thym qui est assez fort quand même. Donc, tu as des plantes sur lesquelles tu as un peu une galénique qui s'impose, quoi. Après, voilà, tu fais demain une poussée, une tendinite, tu vois. Oui, le curcuma en gélule, il marche mieux qu'en tisane, là aussi. Mais ça, tu le sais pas forcément, toi, quand tu es du grand public, que tu connais pas grand-chose, que tu as juste entendu que le curcuma, c'était bien pour les douleurs articulaires. Bah, peut-être tu te pointes en herboristerie, tu vois qu'on le vend en tisane, bah, tu peux peut-être te servir toute seule dans le rayon, aller en caisse, tu vois. Bon, après, en général, dans les herboristeries, on a toujours une mission de conseil et on t'encaissera jamais comme ça, Mm. sans te demander, bon, vous savez à quoi ça sert, quand même une petite précaution d'emploi avec les calculs biliaires, avec les fluidifiants sanguins, avec le curcuma. Donc, tu vois, on s'inquiète toujours un peu de ça. Après, clairement, tu n'as pas ce degré de conseil dans les boutiques bio. Et aujourd'hui, on trouve aussi des ventes médicinales et des gélules et des compléments alimentaires en vente chez Leclerc, chez Naturalia, et tu n'as pas forcément un conseiller Mais digne de ce justement, nom sur place. j'ai une question par rapport à ça, c'est que le problème avec les plantes, c'est qu'on a une petite tendance à les acheter nous-mêmes sur Internet ou comme tu dis dans les supermarchés maintenant ou dans les magasins bio. On n'est pas forcément très regardant sur la provenance, c'est pas forcément non plus très clair. Comment on peut bien choisir ces produits? Est-ce qu'il y a des labels ou il faut plutôt compter sur certaines marques réputées? Comment on peut faire nous de notre côté? Ça, oui, c'est un peu la galère. Moi, je me bats avec beaucoup de fournisseurs justement parce que je trouve que leur étiquetage manque de transparence, tu vois, parce que outre la qualité intrinsèque, effectivement, tu as quand même des grandes marques où voilà, c'est clair, mais aujourd'hui, avec toutes les problématiques de dérèglement climatique, enfin, je veux dire, aujourd'hui, c'est juste une obligation qu'on soit tous écolos. C'est pas un délire politique ou quoi. Je veux dire, j'ai des enfants et je sais que la planète sur laquelle ils vont vivre, enfin, au secours, quoi. Donc, demain, il y aura des guerres pour l'eau. Voilà. Et ce réchauffement impacte aussi la biodiversité et les plantes. Ça se trouve, demain, il y a des plantes médicinales qu'on ne trouvera plus parce que les climats dans lesquels ils poussent actuellement bah, ne seront plus propices dans 20 ans, tu vois. Ça donne des Donc, frissons. voilà. Et donc, du coup,
Se soigner au naturel, alors déjà, c'est un acte aussi qui est beaucoup plus écologique parce que l'industrie pharmaceutique est une très grande polluante de l'eau. Donc déjà, sur ça t'aide. Mais après, tu as des plantes qui poussent en France, mais qu'on va parfois récolter super loin. Donc, tu as une empreinte carbone je sais pas, ton pissenlit qui vient d'Albanie alors que tu as plein de pissenlits en France. C'est quand même Dans la ballot, Marne tu chez vois. ma mère, ma mince alors, pourquoi ça vient d'Albanie? C'est Voilà. clair. Donc, après, on a un problème en France. C'est que justement, vu que le diplôme d'herboriste n'est plus reconnu depuis 41, bon, et là, on bosse justement au Sénat avec Joël Labbé pour remettre sur pied un certificat, etc. Et rendre plus simple la filière paysanne, parce qu'en fait, on manque de cueilleurs, tu vois, alors que l'Europe de l'Est est un gros vivier de plantes médicinales avec des cueilleurs. Mm. Donc, il y a plusieurs problématiques. Mais donc, du coup, effectivement, savoir la provenance de ta plante, même de ton algue, quand tu achètes de la spiruline, d'où elle vient, quoi. Alors, on a de la spiruline française et parfois elle vient de Taïwan, quoi. Donc, effectivement, je pense que quand tu cherches à te soigner au naturel, c'est que tu te soucies de ta santé, mais ta santé est indépendante. Enfin, on fait partie Elle est liée, d'écosystèmes voilà. tous reliés C'est les un uns tout. entre les autres, et donc c'est relié à la planète. Donc, si tu peux en plus te fournir auprès de marques qui jouent le label français ou tout du moins européen, c'est mieux. Et ça, aujourd'hui, il y a très peu de gens qui le font. Donc après, nous-mêmes, hein, quand tu te fournis en herboristerie, souvent on passe par des grossistes parce qu'on a des gros volumes de vente. Donc et donc selon les périodes de l'année, on va avoir une plante française et puis 4 mois plus tard, elle l'est plus parce que bah, justement tout le stock français, bah, il a été écoulé. C'est plus de la Donc il faut se saison. fournir ailleurs, tu vois. Donc donc oui, effectivement, comment savoir? J'ai envie de dire, quand tu te fournis dans le réseau des herboristeries, je mets un peu toutes les herboristeries dans le même panier parce que on a un peu tous les mêmes grossistes qui, d'un point de vue de la microbiologie, s'assurent qu'effectivement tes plantes sont de qualité, qu'elles sont pas, Rempli de métaux lourds, par exemple, je voilà, sais les pas. métaux lourds. Alors c'est surtout pour les plantes indiennes, hein, et pour les racines. Ouais, Métaux lourds sur les parties aériennes, tu t'en fous un peu. C'est plutôt les pesticides où là tu t'en manques pas. ouais. Donc voilà, les grossistes font tout ce travail-là qui te permet d'avoir une plante de qualité, donc en herboristerie, voilà. Mais après, ça reste à toi de lire les étiquettes. Et sur les compléments alimentaires, la provenance n'est pas obligatoire, ce que je trouve assez dommage. Bien sûr. Donc, bah, comment tu fais? C'est compliqué, quoi. Après, voilà, si vous pouvez faire marcher les petites boîtes françaises, voilà, pour voilà, reterritorialiser le plus possible notre économie locale sur ce champ-là de la plante médicinale, c'est quand même le mieux. Donc, soit se diriger vers les herboristes ou dans des Ouais, les magasins, voilà, herboristes. spécialisés, soit Voilà, effectivement en regardant bien d'où ça vient, peut-être sur les sites internet, parce que de toute façon, comme tu dis, s'ils ont rien à se cacher, ça sera indiqué sur le site internet, ils en feront sûrement quelque chose de marketing. Tu vois ce que je veux c'est dire? ça. C'est ça. Après, tu as des labels. Alors, le bio, est-ce qu'il faut vraiment consommer des plantes en bio ou pas? Oui et non, ça se défend. C'est-à-dire que tu as des plantes qui poussent à l'état sauvage. Le sauvage, c'est le mieux, en fait. Donc, le sauvage ne peut, par définition, pas être labellisé bio. Oui, Mais tu as des labels comme Nature et Progrès, comme Déméter, comme je ne sais quoi, voilà, qui montrent que ça a été fait un peu dans les règles de l'art sans forcément avoir un label bio derrière. Donc, le bio, oui, c'est bien, tu peux l'avoir sur certaines plantes, après sur d'autres, tu ne l'auras jamais. Après, la certification en bio, il faut bien te dire que du coup, elle a une répercussion sur ton prix de vente. Tu as aussi des petits producteurs qui ne peuvent pas payer le coût de la certification en bio et qui pourtant récoltent leurs plantes ou les cultivent eux-mêmes, mais en biodynamie, en agriculture ouais. raisonnée, et n'utilisent pas tellement de produits phytosanitaires, quoi. Donc, La suite la semaine prochaine?